Je suis Philippe Lebaron, professeur à Sorbonne Université, et je travaille à l'Observatoire océanologique de Bagnols-sur-Mer, qui est une des stations marines de Sorbonne Université, et je suis enseignant-chercheur. Mon domaine de recherche ici, c'est au départ la microbiologie marine, et puis très vite, ça s'est élargi à la biotechnologie marine et à l'écotoxicologie marine. Dans cette région de la Méditerranée, on a la chance d'avoir une réserve marine, une réserve naturelle marine et un parc naturel marin. Les sciences de la mer au sens large, et notamment la biologie marine, sont des sciences assez récentes. Et finalement, c'est en 1882 que Henri de Lacaze-Dutier, qui était un chercheur scientifique, académicien, a décidé de construire une station biologique sur la mer Méditerranée pour pouvoir y observer le monde vivant, le monde marin. Les premières observations du milieu marin sous l'eau ont été faites ici à partir d'un bateau, à partir d'un câble, d'une pompe à oxygène en fait, qui alimentait un scaphandre, et donc quelqu'un qui plombait avec des chaussures de plomb, plongeait au fond de la mer. Et les premières photographies sous-marines ont été réalisées ici, dans la baie des Elmes, juste à côté de Bagnols-sur-Mer. Quand j'ai fini mes études à l'université, il y avait cette opportunité ici de créer véritablement une discipline un laboratoire autour de la microbiologie marine. C'était les années où arrivait en fait le séquençage de l'ADN, qui était indispensable pour découvrir la diversité du monde des micro-organismes marins, qui jusqu'alors étaient quasiment méconnus. Et donc il y avait vraiment un champ d'investigation totalement original. Et au-delà de ça, moi j'ai grandi au bord de la mer et j'ai toujours eu cette affinité pour le milieu marin. Et donc voilà, ça me permettait de concilier à la fois mes compétences scientifiques en matière de recherche et puis surtout mon goût pour la mer. Tu sais, je me suis orienté vers la biotechnologie marine, c'est-à-dire sur la manière d'utiliser certains de ces micro-organismes pour chercher des applications pour l'homme et pour la société, que ce soit pour la dégradation, par exemple, des déchets, que ce soit pour la production de certains médicaments, que ce soit pour la recherche dans le domaine des produits cosmétiques, par exemple. En 2011, je crois, venait de sortir un premier papier, enfin une première publication scientifique qui a été reprise par les médias, qui était une publication d'un Italien, qui disait dans cette publication que finalement les crèmes solaires qui arrivent dans l'océan par les gens qui se baignent en fait, et qui se mettent de la crème solaire avaient un impact négatif sur le corail et que ça risquait de faire disparaître tous les coraux, etc. On a parlé de ce papier avec nos partenaires industriels et là on s'est dit mais il y aurait une valeur ajoutée énorme, considérable à ce qu'on regarde finalement l'impact de vos produits sur le milieu marin de manière générale. Et là, on a commencé à ce moment-là à monter un programme environnemental avec eux en 2013 à peu près. Alors, une crème solaire, c'est un produit cosmétique qui permet d'arrêter les rayons ultraviolets et donc d'empêcher que les rayons ultraviolets puissent impacter la peau de manière générale. Les UV sont présents dans la lumière solaire, hein. Donc nous, il y a la partie visible, mais il y a la partie des UV qu'on ne voit pas, mais qui sont extrêmement toxiques pour la peau. On les divise en 3 grands blocs, ce qu'on appelle les UVC, ensuite les UVB et les UVA. Et après, on entre dans le visible. Et donc, contre toutes ces radiations, il n'y a pas une seule molécule qui est capable, ou un seul produit qui permet d'arrêter toutes ces radiations ultraviolettes. Et donc souvent, dans les crèmes solaires, on combine à minima 3 ou 4 filtres solaires pour pouvoir arrêter toutes ces longueurs d'onde dans le domaine des UV. Et il existe 2 types de crèmes solaires, ce qu'on appelle classiquement des crèmes solaires minérales, dites bio, qui sont tout sauf bio. Mais on dit bio parce qu'en fait, ce sont des minéraux et donc d'origine naturelle.
Les crèmes minérales, on les reconnaît assez facilement parce qu'elles sont très blanches. Et donc quand on se met de la crème, on a la peau un peu blanche. Et puis des crèmes organiques qui sont un mélange de plusieurs molécules qui permettent d'arrêter les rayons UV, ultraviolets. Dans les crèmes minérales, le principe, c'est de réfléchir les UV, c'est-à-dire qu'on met des molécules, alors ce sont des particules de zinc ou de titane, qui permettent de renvoyer les UV, c'est-à-dire qu'ils arrivent sur la peau, hop, ils repartent. Donc là, c'est vraiment en fait une réflexion. Et dans les crèmes organiques, là, on a un mélange de molécules qui permettent d'absorber les UV. C'est-à-dire qu'en fait, ces molécules, elles vont absorber ces longueurs d'onde pour qu'elles ne pénètrent pas dans la peau. Et il en faut au moins 3-4 molécules qui ont des propriétés différentes pour pouvoir absorber tous les UV. En 2013, on a commencé à regarder l'impact des crèmes solaires sur le milieu marin. Alors, on a commencé à travailler sur le corail, mais au début, quand on a commencé à prendre des crèmes solaires et à regarder comment on pouvait analyser ces crèmes solaires, la première chose qu'on s'est dit, c'est on va aller l'été, on va aller prendre de l'eau ici dans la baie de Bagnous, qui est derrière moi, là où on a la plus grosse densité de baigneurs dans la mer, et puis on va regarder un petit peu quelles sont les molécules qu'on retrouve dans la mer. Et là, à la grande surprise, on s'est aperçu que c'était extrêmement compliqué parce que les molécules qui sont dans les crèmes solaires sont des molécules qui n'aiment pas l'eau. Et donc, quand elles arrivent dans la mer, elles vont aller se coller sur des surfaces solides. Et donc, elles vont aller se coller sur la paroi d'organismes marins, n'importe quel organisme, elles vont se coller sur les parois ou sur le sédiment, sur le sable en fait, sur le sédiment au fond de la mer. Et finalement, la part qui va rester dans l'eau, qui va se solubiliser dans l'eau, elle est extrêmement faible. Après, on a commencé à regarder, donc là on a pris une dizaine de filtres UV en fait, qui sont ces molécules qui sont dans les crèmes solaires. Il y en a à peu près 28 en Europe qui sont autorisés. Donc on a pris les plus communs et on a pris notamment ceux qu'on retrouvait ici sur la plage de Bagnous-sur-Mer. Et donc on a regardé leur impact, mais on a regardé leur impact sur le corail et on a regardé aussi leur impact sur le phytoplancton, donc sur les petits végétaux microscopiques qui sont dans la mer et qui produisent l'oxygène. Et puis en même temps sur des petits crustacés, enfin des petites crevettes, pour regarder quel était l'impact sur ces différents types d'organismes. Et ça, c'est quelque chose qui est en cours depuis de nombreuses années, parce que ça prend beaucoup de temps. Ce programme de recherche se terminera en 2026. Et l'idée, c'est que d'ici là, on puisse tester les 28 molécules qui sont autorisées au niveau européen pour les compagnies. Et ça n'a jamais été fait au jour d'aujourd'hui. Donc quand on parle d'écotoxicité, de toxicité sur les organismes marins, ça correspond en fait à un impact sur la vie de l'organisme et notamment, très souvent, on le mesure en termes de mortalité. C'est-à-dire qu'on essaie de déterminer la dose, la concentration à partir de laquelle on a 50% d'organismes qui meurent. Par exemple, sur le corail, on regarde la toxicité parce que jusqu'à un certain moment, même si le corail a réagi par une espèce de stress ou de réaction négative à la molécule auquel on le soumet, il peut y avoir une réversibilité, c'est-à-dire qu'il peut revenir à l'état normal si le produit toxique disparaît. Et puis après, il y a une espèce de barrière, de frontière, où là, après, la réversibilité n'existe plus, c'est-à-dire que c'est une évolution vers la mort. Mesurer l'impact directement dans le milieu marin avec toute sa complexité, c'est quasiment impossible. Donc là, ce qu'on a décidé de faire, parce que c'est certainement ce qui est le plus représentatif de la vraie toxicité, c'est de regarder, alors en conditions contrôlées, donc en aquarium de recherche, et ça, il y a peu d'endroits où on peut faire ça. Donc ici, on a la chance d'avoir toutes ces compétences réunies dans la station marine pour regarder ce qui se passe le long de la chaîne trophique. Et par exemple, quand on est dans un aquarium, on injecte de la crème solaire, on regarde si la crème solaire va se coller sur les parois du phytoplancton, se coller sur les parois des petites crevettes, par exemple, du zooplancton, et puis ensuite regarder si le corail qui, lui, va manger en fait ce petit zooplancton, s'il y a un transfert qui se fait, une espèce d'accumulation qui se fait à travers le corail. Ou alors, même plus loin, vers les poissons, qui se nourrissent aussi dans la mer de ces organismes-là.
et voir s'il y a un transfert et si on retrouve ça chez les poissons. Quand on mesure la toxicité, l'idée c'est de travailler sur des organismes modèles à partir de tests standardisés. Sur le milieu marin, on a très peu de tests standardisés. On en a quelques-uns, mais vraiment très peu. Sur le corail, par exemple, il n'y a aucun test standardisé aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment une lacune. Et donc dans les années qui viennent, il faut vraiment développer des tests sur les organismes marins qui soient standardisés, utilisés par tout le monde, imposés par la réglementation, de façon à ce qu'on puisse avoir une vraie analyse ou une vraie vision de ce qu'est l'impact sur le milieu marin. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas testé tout, mais on a un certain nombre de molécules dont on a montré qu'elles étaient toxiques sur un certain nombre d'organismes marins. Et parmi ces molécules, alors il y a un certain nombre de filtres solaires, enfin de molécules, comme la benzophénone 3 par exemple, l'octocrylène, qui est celle qui est très utilisée et qui a vraiment en fait un effet négatif sur l'homme et sur la vie marine. Sur l'homme parce qu'on en retrouve dans le lait maternel des femmes qui allaitent, on en retrouve dans les urines. Il est perturbateur endocrinien, enfin il a tout pour lui. Mais beaucoup l'utilisent parce qu'il n'est pas cher et très efficace. Et donc on a beau avoir quelques noms en tête de molécules à bannir ou à ne pas utiliser, c'est très difficile de s'y retrouver et de les trouver sur la formulation des crèmes solaires. Donc ça, c'est vraiment un gros problème aujourd'hui. Donc c'est pour ça que, alors, nous, on essaie de mener deux combats, c'est-à-dire quand on a des molécules dont on a montré qu'elles sont particulièrement toxiques, on essaie, alors d'abord de publier pour rendre les données publiques, et on essaie de pousser les autorités, que ce soit nationales puis européennes, à bannir ces molécules, comme ça a été fait pour certaines molécules aux États-Unis, à Hawaï notamment, aux îles Palau. Ce qu'il faut, c'est faire évoluer ces crèmes solaires vers des produits qui soient à la fois respectueux de la santé humaine et de la santé environnementale. Donc tout le travail à faire aujourd'hui, c'est d'avancer, de continuer la recherche scientifique pour avoir une vision complète de l'ensemble des molécules qui sont utilisées dans ces produits solaires pour arriver à bannir de manière réglementaire les produits qui ont une toxicité ou qui ont un impact sur l'homme ou sur l'environnement, sur les écosystèmes. Ce qu'on essaie de promouvoir, c'est la recherche aussi de molécules naturelles. Donc ça, c'est la recherche scientifique. On essaie de voir comment certains organismes vivants se protègent. Et donc, essayer de trouver éventuellement dans l'environnement naturel des molécules naturelles, notamment des pigments par exemple. Et si ça peut aider à réduire une partie de l'effet des UV, ça permettrait éventuellement de les incorporer dans des crèmes solaires pour réduire la proportion de molécules de synthèse comme on utilise aujourd'hui.